Donc, je propose d'introduire notre deuxième intervenant de la matinée, donc Julien Salingue, que nous remercions donc chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc, Julien Salingue est docteur en sciences politiques et chargé de cours au département culture et communication de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il est auteur d'une thèse de doctorat sous la direction de Gilbert Eshkar et de Daniel Lindenberg intitulée « L'autorité palestinienne, les avatars d'une construction proto-étatique arabe dans un contexte de déni de souveraineté », où il étudie notamment les raisons de l'échec de la construction d'une structure politico-administrative qui soit légitime et stable dans les territoires palestiniens. Julien Salingue est auteur de nombreux ouvrages, chapitres d'ouvrages, articles de revues, dont le dernier, notamment donc, La Palestine des ONG, entre résistance et collaboration aux éditions La Fabrique en 2015. Il nous propose donc aujourd'hui un exposé sur le thème de la répression et la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, la persécution du BDS, du boycott des investissements sanctions en France. Et je lui cède immédiatement la parole pour 30 minutes d'exposé. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je précise que je fais cette intervention non pas en remplacement, mais puisque Alain Grèche, qui devait intervenir, n'a pas pu en être. Donc j'ai gardé le titre qu'il avait proposé, donc persécution du mouvement BDS. Donc ça va tourner autour de ça, même si ce sera pas exactement, je pense, ce que Alain aurait pu dire. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de revenir dans un premier temps sur le mouvement BDS de manière assez courte, parce que je pense que ici, dans cette salle, un certain nombre de gens connaissent, d'insister dans un deuxième temps sur le type d'argumentation qui a été développé, notamment en France, par rapport au mouvement, et sur sa partie criminalisation, donc la partie plus juridique. Mais n'étant pas juriste, je ne rentrerai pas dans les détails assez sinueux en réalité de la criminalisation de BDS, qui connaît des rebondissements quasiment tous les 15 jours. Donc voilà, revenir là-dessus. Et puis dans un troisième temps, un certain nombre de remarques plus générales sur finalement qu'est-ce qui explique cette attitude et cette offensive vis-à-vis du mouvement BDS en raison de ses singularités, et comment l'accusation latente ou explicite d'antisémitisme est en fait révélatrice d'une fuite en avant de l'État d'Israël lui-même et de ses soutiens, davantage que d'une fuite en avant du mouvement de solidarité avec la Palestine. Donc première chose, la campagne BDS. Donc pour mémoire, c'est en juillet 2005, un an après un avis de la Cour internationale de justice préconisant la destruction des murs construits par Israël dans les territoires palestiniens. Donc un an plus tard que l'appel au boycott et des investissements et sanctions contre Israël est lancé par 172 organisations palestiniennes, associations, partis, comités, forces syndicales, un appel donc au boycott des investissements et sanctions contre Israël, dont je vous lis un court extrait. Nous, représentants de la société civile palestinienne, invitons les organisations des sociétés civiles internationales et les gens de conscience du monde entier à imposer de larges boycotts et à mettre en application des initiatives de retrait d'investissement contre Israël, tels que ceux appliqués à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Donc, l'appel se fonde sur un principe qui est de dire tant que les droits fondamentaux des Palestiniens ne seront pas respectés, il faudra développer des mécanismes de pression, de sanctions, de boycott contre l'État d'Israël, et ce jusqu'à ce que le droit international soit appliqué. Les droits fondamentaux du peuple palestinien sont déclinés dans l'appel autour des trois composantes du peuple palestinien: les Palestiniens d'Israël, pour lesquels on revendique l'égalité des droits,
les Palestiniens des territoires occupés, pour lesquels on revendique le droit à ne pas à vivre autrement que sous occupation, et les réfugiés de l'intérieur et de l'extérieur, pour lesquels est revendiqué le droit au retour. Donc le peuple palestinien dans ces trois composantes. On est maintenant plus de 13 ans après cet appel, et le moins que l'on puisse dire est que cette initiative a connu un développement important à l'échelle internationale, fulgurant, on dit certains, notamment si on le compare à ce qui s'était passé autour de l'appel au boycott de l'Afrique du Sud, puisque ce sont les promoteurs du BDS palestinien qui le disent eux-mêmes. Les Sud-Africains, à plusieurs reprises, leur ont dit on a attendu beaucoup plus longtemps que vous pour que notre appel au boycott ait un écho, et vous obtenez des résultats que nous avions mis des décennies à obtenir. Une remarque ici, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je crois, dans cette salle il y a quelques années. Ce que je viens de dire là, la remarque que je veux faire, c'est que plus ça va, plus le temps passe quand même, et que plus la répétition de cette idée que ça va plus vite qu'en Afrique du Sud, finalement, tourne en rond. Et c'est-à-dire que finalement, peut-être que dans 10 ans, on continuera de dire que c'est allé plus vite qu'en Afrique du Sud, mais les résultats ne sont toujours évidemment pas là. Fin de la parenthèse. Un développement important à l'échelle internationale, aux quatre coins du monde, avec des mobilisations dites citoyennes, avec des mobilisations dans les sociétés civiles, avec des entreprises, des fonds de pension, des églises, la liste est très très longue, qui ont pris des décisions de boycott, de sanctions, de désinvestissement, et avec finalement un mouvement qui a connu un développement suffisamment important pour que l'État d'Israël lui-même reconnaisse qu'il représentait une menace stratégique. Un exemple, c'était en mars 2013, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'exprimait devant l'AIPAC, donc le principal lobby pro-Israël aux États-Unis. Et donc, il évoquait ces thèmes, on va dire, traditionnels, donc la sécurité d'Israël, la Syrie, le nucléaire iranien. Et on est en 2013, il y a un invité surprise qui est la campagne BDS, qui va faire partie intégrante du discours de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, devant l'AIPAC. Ce jour-là, il cite le sigle BDS à 18 reprises dans son discours. Ça occupe quasiment un quart de son temps de parole, c'est la campagne BDS. Venant du Premier ministre israélien lui-même, c'est plus que significatif. Et en réalité, ça traduit un changement de stratégie de la part de l'État d'Israël. Puisque dans un premier temps, la stratégie israélienne a consisté à superbement ignorer BDS, puisque c'était un moyen, ne pas l'ignorer aurait été un moyen de lui donner une existence et une audience qu'il n'avait pas. Sauf que l'audience se développant, l'État d'Israël s'est retrouvé, entre guillemets, piégé, puisque ne rien dire, c'était laisser faire et laisser se développer, et en parler, c'était reconnaître que ça fonctionnait. Et donc depuis le début des années 2010, en réalité, l'État d'Israël est coincé, on va dire, dans cette situation, dans ce paradoxe, qui est que reconnaître que BDS fonctionne, c'est encourager ses promoteurs à continuer, et ne rien dire, c'est les laisser continuer. Donc ce qui a été décidé, c'est une vaste campagne de délégitimation du mouvement de boycott de l'État d'Israël. Une vaste campagne de délégitimation qui va notamment utiliser l'argument d'une correspondance, d'une collatéralité, d'une conjonction finalement entre BDS, antisionisme et antisémitisme. Et c'est quelque chose qui va revenir de manière récurrente depuis lors, avec notamment ce que certains ont appelé les 3D. Donc c'est quoi les 3D? C'est la délégitimation d'Israël, la diabolisation d'Israël et la pratique du 2 poids 2 mesures. C'est ça qu'on reproche aux promoteurs de BDS.
délégitimer, diaboliser et pratiquer le 2 poids 2 mesures. Délégitimer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est considérer que l'État d'Israël n'aurait pas le droit d'exister. Et donc finalement, derrière le mouvement BDS, il y aurait la négation du droit fondamental de l'État d'Israël à exister, et donc du droit des Juifs à avoir un État, et donc des droits des Juifs tout court, et donc on serait dans une position antisémite. C'est la délégitimation. La diabolisation, qu'est-ce que c'est? C'est on accuse les promoteurs de BDS de faire des comparaisons historiques entre Israël et d'autres régimes antérieurs qui auraient vocation non seulement à grossir le trait, mais en réalité à assimiler le régime israélien aux pires États qui ont pu exister, entre autres l'Afrique du Sud, mais aussi au régime nazi. Alors autant, je le dis là, mais j'y reviendrai, on trouve dans la campagne BDS la comparaison avec l'Afrique du Sud, autant on ne trouve jamais dans les cadres BDS officiels la comparaison avec le régime nazi. On peut voir dans des manifestations parfois des gens qui peuvent faire un amalgame avec le drapeau israélien et le drapeau nazi, mais jamais vous n'avez eu de la part de la campagne BDS elle-même une quelconque assimilation. Donc c'est le deuxième D, c'est la diabolisation. Et le troisième D, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est qu'en gros, on accuse les promoteurs de la campagne BDS de se focaliser exclusivement sur Israël. Et finalement, de s'en prendre à un État qui peut-être n'est pas parfait, mais est quand même nettement moins pire que bien d'autres. C'est-à-dire, vous attaquez Israël, mais en même temps, on ne vous entend pas beaucoup sur la Syrie. Vous attaquez Israël, mais on ne vous entend pas beaucoup sur ce qui se passe au Soudan. Vous attaquez Israël, mais on ne vous entend pas beaucoup sur etc., etc., etc. Ce qui serait fondamentalement la marque d'une préoccupation qui n'est pas morale, d'une préoccupation qui n'est pas éthique, mais d'une focalisation sur l'État d'Israël lui-même en raison d'un antisémitisme à peine dissimulé. Puisque si c'était vraiment la justice et le sentiment de justice qui animaient les promoteurs de la campagne BDS, pourquoi s'en prendrait-il spécifiquement à l'État d'Israël et pas à d'autres États qui tuent beaucoup plus de gens, qui maltraitent beaucoup plus de gens, etc., etc. Donc c'est globalement cette campagne de délégitimation qui va se déployer à l'échelle internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que le discours de Netanyahou date de 2013, mais il traduit le fait que la campagne est en route, la campagne de délégitimation est en route depuis plusieurs années. Et c'est finalement l'expression, la cristallisation dans un moment institutionnel de l'existence de cette contre-offensive, on va dire, israélienne. Et globalement, le moment du basculement à l'échelle internationale, et ça va m'amener à la France, le moment du basculement à l'échelle internationale, c'est l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, dite plomb durci, à l'hiver 2008-2009. Puisque autant jusqu'à cette date, la campagne de boycott d'Israël avait un écho, mais qui était relativement faible, notamment dans les pays occidentaux. Autant à partir de l'hiver 2008-2009 et l'opération plomb durci, je vous rappelle 1400 morts palestiniens sur cette opération. À partir de l'hiver 2008-2009, il va y avoir un saut qualitatif qui va être franchi par la campagne BDS, et c'est à partir de là que vont se déployer les stratégies de contre-offensive contre cette campagne. Et sur le plan français, donc ça va être à partir de là, et c'est au tout début de l'année 2010 que les premiers effets se font sentir. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas en train de théoriser l'existence d'une espèce de campagne internationale contre-offensive décidée dans un petit cercle qui aurait ensuite donné ses consignes, etc. Disons qu'il y a un climat politique général qui se développe avec ses déclinaisons dans différents pays, mais où on retrouve certains grands thèmes qui finalement circulent entre les différents intervenants de cette contre-offensive. Et on a notamment en 2010, j'en ai pris une, mais il y en a eu beaucoup, on va avoir une tribune publiée dans le journal Le Monde,
qui s'appelle « Le boycott d'Israël est une arme indigne ». Le boycott d'Israël est une arme indigne. Tribune signée par un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles des artistes, Yvan Attal, Pierre Arditi, Michel Boujna, Patrick Bruel, etc. Yann Moix, toujours dans les bons coups. Des responsables politiques, et pas les moindres, François Hollande, Manuel Valls, des intellectuels, ou supposés, Bernard-Henri Lévy, je cherche d'autres intellectuels, Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, etc., qui publient cette tribune, donc dans Le Monde, le boycott d'Israël est une arme indigne. Et vous allez retrouver, d'une manière ou d'une autre, les différents arguments qui sont que je viens d'expliquer, avec notamment cette idée que la campagne de boycott d'Israël, je cite, « Au vu de sa charte, tout ce qui est israélien serait coupable, ce qui donne l'impression que c'est le mot même d'Israël que l'on souhaite en fait rayer des esprits et des cartes. » Vous voyez bien le petit rayé de la carte là, qui est référence à quelque chose qui n'a rien à voir avec la campagne BDS, mais il y a cette idée que fondamentalement, prôner le boycott, le désinvestissement et les sanctions serait prôner de s'en prendre à tout ce qui est israélien est coupable. Un peu plus loin, on va pouvoir lire que l'appel au boycott est un rejet global dont la bêtise fait que l'on emporte dans le même mouvement les forces qui, en Israël, œuvrent jour après jour au rapprochement avec les Palestiniens, en sorte que les partisans du boycott sont aussi des saboteurs et des naufrageurs d'espérance. Donc c'est cette idée que, voilà, le boycott signifie le rejet de tout ce qui est israélien, y compris de ce qui est bon en Israël, y compris des partisans de la paix, et tous les développements sur la culture, les intellectuels, le cinéma, etc. etc. Je pourrais continuer de développer, mais je ne le ferai pas. On pourra y revenir dans la discussion. Mais cette prise de position est assez significative de ce qui va se passer, ensuite. C'est-à-dire que globalement, en plus de ces 3D, on va avoir cette idée, et c'est la conclusion de cette tribune. Nous sommes résolument contre le boycott d'Israël et pour la paix, et précisément contre le boycott parce que nous sommes pour la paix. Et donc c'est cette idée fondamentale que être pour le boycott est être contre la paix, et que la seule manière d'être pour la paix, c'est d'être contre le boycott. Et ça va devenir quelque chose qui va guider, qui va cadrer, qui va rester et qui va continuer d'être développé, décliné de plein de façons différentes. Donc là, on est sur le plan politique et moral, qui est finalement de vouloir reprocher à la campagne BDS et à ses promoteurs d'être des ennemis de la paix, animés fondamentalement par une hostilité reposant sur de l'antisémitisme à l'État d'Israël. Vous allez avoir un deuxième terrain sur lequel va se développer la contre-offensive, et c'est un peu plus spécifique à la France, qui est le terrain juridique. Donc là, je vais moins rentrer dans les détails pour les raisons que je vous ai expliquées, mais il va y avoir une victoire des partisans d'Israël, qui est ce qu'on a appelé la circulaire Alliot-Marie, qui date, là encore, du début de l'année 2010. Donc on est vraiment dans la temporalité suite à l'hiver 2008-2009, voilà. La circulaire Alliot-Marie, qui en réalité s'appelle, son vrai nom, procédure faisant suite à des appels au boycott des produits israéliens. C'est ça le nom officiel de la circulaire Alliot-Marie, et qui est une circulaire qui encourage les parquets à poursuivre les promoteurs du boycott de l'État d'Israël. Et ce qui est, un certain nombre de juristes l'ont fait remarquer, ce qui est intéressant, c'est que c'est une circulaire qui concerne uniquement les appels au boycott des produits israéliens. C'est-à-dire que ce n'est pas une circulaire sur les boycotts en général. C'est-à-dire qu'à aucun moment on dit qu'il ne faut pas appeler au boycott d'un pays, qu'il ne faut pas appeler au boycott de certains produits. Cela ne concerne que les produits israéliens.
Ce qui, j'y reviendrai en conclusion si j'ai le temps, a malheureusement alimenté un certain nombre de fantasmes sur le fait que cette décision aurait été prise sous la pression de tel ou tel, etc. Et que finalement l'État d'Israël bénéficierait d'une place tellement spécifique, tellement unique, qu'il pourrait obtenir des lois pour lui ou ce genre de choses. Les choses sont évidemment bien plus compliquées, mais la réalité est que cette circulaire a été élaborée, elle a été complétée un peu plus tard, en 2012, par une circulaire dite Mercier, si je ne me trompe pas, qui précisait la circulaire Alliot-Marie et qui a été publiée 24 heures avant la prise de fonction de Christiane Taubira au ministère de la Justice, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Voilà. Christiane Taubira, qui jamais n'est revenue sur la circulaire Alliot-Marie, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Mais de fait, c'était 24 heures avant, donc qui précisait. Et l'idée est qu'il faut une réponse cohérente et ferme, je cite, face aux appels au boycott des produits israéliens. Et dans la circulaire Alliot-Marie, vous avez une description qui est assez intéressante. Je cite, « Depuis le mois de mars 2009, plusieurs procédures faisant suite à des appels au boycott des produits israéliens ont été mises en œuvre. » Vous voyez, mars 2009, il n'y a pas de hasard, on est vraiment dans le post-opération plomb durci. Et un peu plus loin, on lit « Les faits prennent le plus souvent la forme de rassemblements dans des centres commerciaux, dans le cadre desquels les appels sont formulés. » Donc on s'en prend directement, là, clairement, à des activités militantes qui correspondent à l'intervention de la campagne BDS. Et l'idée est qu'il faut poursuivre en justice ces différents appels. Il y a eu des aléas judiciaires, j'en passe, plusieurs dizaines de procédures qui ont eu lieu. Il y en a toujours qui sont en cours, mais finalement très peu de condamnations. Très peu de condamnations. Et surtout aucune condamnation pour le motif que les partisans d'Israël voulaient à tout prix, incitation à la haine raciale, incitation à la discrimination. Vous n'avez jamais eu de condamnation là-dessus. C'est la plupart du temps sur entrave à la liberté de commerce ou ce genre de choses. Mais contrairement à ce qui a pu être formulé, on va dire, sur la contre-offensive politique et morale, la contre-offensive judiciaire, juridique, n'a pas permis de caractériser les appels au boycott comme relevant de l'incitation à la haine raciale. Ceux qui ont mené cette contre-offensive judiciaire en France, ce sont quelques structures qui gravitent autour du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui, je le dis là, on pourra y revenir en la discussion, mais l'amalgame entre l'État d'Israël et les Juifs, entre la politique israélienne et les Juifs, quand il vient des antisémites, est bien évidemment intolérable, mais l'amalgame que le CRIF entretient entre les Juifs de France et la politique israélienne est tout aussi intolérable et malheureusement nourrit le premier de ces deux amalgames. Puisque quand c'est un conseil représentatif des institutions juives de France qui prend en charge le fait de poursuivre en justice les gens qui appellent au boycott des produits israéliens, vous voyez bien le type d'amalgame que ça entretient et ça fait des effets de miroir avec le discours qui peut exister dans une certaine extrême droite en France et aussi malheureusement dans quelques fractions très minoritaires du mouvement de solidarité avec la Palestine. Donc le CRIF, plus quelques organisations très petites en réalité, il y en a une qui s'appelle Avocats sans frontières, donc qui est animé par maître Gilles William Goldnadel, voilà, qui est un avocat, un chroniqueur de télévision, du Figaro Vox, plutôt orienté côté droite extrême, voire extrême droite, et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, BNVCA, donc animé par Sami Gozlan, donc lui c'est un commissaire de police à la retraite en Israël, qui voilà, porte plainte systématiquement contre les actions de boycott, etc. Avec parfois, malheureusement, l'appui de la LICRA,
souvent l'appui de la LICRA, une organisation historiquement antiraciste qui, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, résume l'antiracisme à la lutte contre l'opposition à la politique israélienne. Voilà, donc la dimension politique, la dimension judiciaire, et ça a entraîné forcément des réactions dans le mouvement BDS lui-même et une adaptation, notamment au danger judiciaire, puisqu'il y a quand même eu quelques condamnations, et c'était quand même une épée de Damoclès sur la tête d'un certain nombre de militants, et c'est ainsi qu'en 2016, il y a eu une circulaire interne dans le mouvement BDS en France qui précisait un nombre de choses pour éviter les condamnations, ce qui était assez intéressant. Par exemple, disait « Nous déconseillons d'utiliser dans les tracts, les interventions publiques, la référence au boycott des produits israéliens. » D'accord ? Boycott des produits israéliens. Nous préférons, différentes formulations sont possibles. Par exemple, boycott des produits de l'apartheid israélien. Ça, juridiquement, c'est moins grave. Parce qu'en fait, vous n'appelez pas à boycotter tous les produits israéliens, mais les produits de l'apartheid israélien. Et bien évidemment, boycott des produits des colonies israéliennes, ou ce genre de choses. Deuxième consigne, éviter de s'en prendre à des marques sans préciser pour quelles raisons on se prend à ces marques. On s'en prend à ces marques, donc ne pas dire boycott des produits SodaStream, mais boycott des produits SodaStream, marque israélienne qui participe à l'oppression économique des Palestiniens. Ce qui fait que vous donnez un contenu politique qui empêche, d'un point de vue juridique, d'être attaqué sur de la discrimination générale. Et en général, ça a plutôt fonctionné. Donc vous avez eu cette réponse-là. Aujourd'hui, on est en France dans une situation où la guérilla judiciaire continue, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le plan moral et politique, la campagne BDS a marqué des points, et il y a un certain nombre de caps qui ont été franchis, et un certain nombre de choses qu'on n'entend plus. C'est-à-dire que les tentatives de délégitimation qui existaient au départ, on les entend quasiment plus, puisque, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, finalement, c'est un débat politique. C'est un débat politique sur un positionnement par rapport à la politique de l'État d'Israël. Et autant, il y a une vingtaine d'années, et il y a une dizaine d'années peut-être, le discours consistant à dire, finalement, il faut que les deux camps, que les raisonnables des deux camps, en Israël et du côté palestinien, s'assoient autour d'une table, discutent et se mettent d'accord, avaient une audience. Autant avec l'évolution de la politique israélienne et du champ politique israélien, c'est quelque chose qui a de moins en moins d'écho. C'est-à-dire que aujourd'hui, on qualifie sur le champ politique israélien le parti fondé par Ariel Sharon, on le caractérise comme étant un parti de centre-gauche. On nous aurait dit ça il y a 15 ans, on aurait eu quelques difficultés à le croire. Et les évolutions du champ politique israélien, la poursuite de la colonisation et la politique concrète de l'État d'Israël a fait qu'il y a de moins en moins en réalité de marge de manœuvre pour ce discours consistant à vouloir rejeter les responsabilités dos à dos entre les Palestiniens et l'État d'Israël. Et le discours de BDS, qui est fondamentalement cette idée que les responsabilités ne sont pas partagées entre Israël et les Palestiniens, mais que la responsabilité en incombe à l'État d'Israël qui ne respecte pas le droit international, et tant qu'il ne le respectera pas, il faudra le sanctionner, est un discours qui a un écho de plus en plus fort, couplé à cette idée de, face à la paralysie et au silence des institutions internationales, c'est aux citoyens, finalement, d'agir. Et donc, dernier mot, ce qui se cache mal derrière l'offensive continue contre la campagne BDS, c'est une crispation très très forte dans le camp pro-israélien et une réduction de plus en plus forte de ses marges de manœuvre, de son audience. Puisqu'on en est rendu aujourd'hui à cette situation incroyable où finalement ce ne sont plus les partisans d'un BDS modéré qui existait en France et qui existe encore, qui disent il faut boycotter les produits des colonies, mais pas le reste des produits israéliens. Ce ne sont plus eux, finalement, qui sont dans une situation où cet argument servait, y compris à certains partisans de l'État d'Israël. Ce sont les partisans de l'État d'Israël eux-mêmes qui disent les produits des colonies,
et les produits qui viennent d'Israël, c'est la même chose. Donc boycotter les uns, c'est boycotter les autres, qui était au départ l'argument plutôt des partisans de la campagne BDS. J'en veux pour preuve le dénommé Cooper Vasseur, donc qui a dirigé la division de recherche du renseignement militaire israélien pendant la deuxième intifada et qui ensuite est devenu directeur général du ministère des Affaires stratégiques en 2009, qui disait récemment: nous disons qu'il n'y a pas de différence entre le boycott des colonies et le boycott d'Israël. Si vous voulez promouvoir le boycott d'Israël sur n'importe quelle partie de son territoire, vous n'êtes pas un ami d'Israël. En fait, vous êtes un ennemi d'Israël et on doit donc s'occuper de vous. Assez sympathique comme avertissement. Et derrière cette bataille, derrière cet amalgame qui continue d'être fait malheureusement, finalement, on perd de vue le fait que, et c'est pour introduire aussi la discussion, la campagne BDS est finalement un excellent moyen de lutter contre l'antisémitisme, puisque la campagne BDS replace la question sur le terrain du droit, sur le terrain de la politique et sur le terrain de l'action citoyenne, qui est le meilleur moyen de couper l'herbe sous le pied à tous les discours identitaires, à tous les discours religieux, à tous les discours voulant enfermer la discussion dans un cadre qui n'est pas le cadre politique, alors que BDS a remis ça au cœur. Et je finirai en citant Zev Sternel, l'historien israélien, qui écrivait il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, j'ai plus la date en tête: piétiner les droits des Palestiniens au nom de notre droit exclusif à la terre risque d'aboutir à un ostracisme international d'Israël. Et si cela se produit, ça ne sera pas de l'antisémitisme. Je vous remercie.